Bonjour à tous! Aujourd'hui on part sur une petite vidéo FAQ. Je vous ai proposé de me poser toutes les questions que vous voulez sur l'archéologie. Vous vous êtes lâchés, donc j'ai une belle liste devant moi là. Allez, c'est parti! Un vestige de crocodile pour rendre hommage à ton fils. Alors pour vous parler de crocodile, j'ai choisi cette lampe à huile romaine représentant Cléopâtre en train de se faire sauter par un crocodile. Comment en est-on arrivé là, vous demandez-vous? D'abord, il faut revenir un peu sur la question de l'anatomie et sur la question de la pénétration en règle générale. Dans le monde romain, la pénétration est mal vue. En tout cas, la pénétration est un signe de soumission, qu'elle soit anale, vaginale, orale. Je sens que cette vidéo va encore être très bien référencée. La personne qui est pénétrée, soit c'est une femme, et si ce n'est pas une femme, alors c'est un puer. Un puer, c'est un jeune homme, un petit garçon. Le puer, il s'oppose à la personne au viril, qui est valorisé non seulement sexuellement, mais surtout socialement. L'homme viril, c'est l'homme qui peut prendre part à la vie sociale et à la vie politique. C'est l'homme libre, tandis que le puer est très souvent un esclave. Bref, comme vous le voyez, dans la pénétration, il se joue beaucoup plus qu'une question de sensualité, c'est véritablement une question d'image et de société. Parce que la pénétration, et particulièrement la pénétration anale, est donc un signe de soumission, on va utiliser cette pénétration contre ses ennemis, pas bien évidemment de manière physique directe, je veux dire métaphoriquement, voilà, on va adresser à ses ennemis des je t'encule. Ce qui veut dire je réduis ta parole au silence car tu n'as plus d'importance puisque si je, même si c'est juste en faux, je te rabaisse en faisant de toi un puer. C'est valable pour les ennemis politiques par exemple, mais c'est aussi valable pour les forces du mal. Il y a plusieurs objets qui utilisent la comme moyen de contrer les génies du mal, le mauvais sort, etc. Il y a un exemple célèbre qui est la mosaïque d'Adrumète. Adrumète, c'est une ville portuaire, l'une des plus grosses villes portuaires du royaume romain sur la Méditerranée. Il y a de très belles villas mosaïquées et dans l'une d'entre elles, vous pouvez voir un gros phallus en train de pénétrer un œil. C'est bien sûr la pénétration du mauvais œil. Encore plus évocateur, en Égypte romaine, on a retrouvé des petits bracelets prophylactiques. Donc prophylactique, ça veut dire que c'est fait pour te protéger. Et sur ces bracelets, il est marqué tout simplement « Mauvais sort, je t'encule ». Donc vous avez bien compris la logique, en quelqu'un de manière métaphorique, on le réduit à l'impuissance. Et c'est ce qu'ont voulu faire les commanditaires de cette fameuse lampe à huile où Cléopâtre se fait prendre par un crocodile. Qui a eu cette joyeuse idée? Alors très probablement Octave. Comme vous le savez, entre Octave et Cléopâtre, c'est pas franchement l'amour fou. Octave a déjà gagné sur Cléopâtre au moment de la création de cette lampe, puisque en 31 avant, il gagne la bataille d'Actium. Donc a priori, on a envie de dire ça y est, c'est bon, arrête de t'acharner, gars. Mais le mec est quand même encore un petit peu vénère. Et du coup, il se dit quoi de mieux que de lancer ce genre de campagne discréditante et ridiculisante pour ma rivale. Et ça passe donc par ces lampes à huile. Petite ironie sur l'iconographie, bien sûr on reconnaît qu'il s'agit de Cléopâtre grâce au crocodile, puisque le crocodile c'est l'emblème de l'Égypte. Ça et la feuille de papyrus, mais bon, se faire par une feuille de papyrus, c'était probablement un tout petit peu trop doux. Et donc ces lampes à huile vont circuler surtout dans le sud de la France, probablement grâce à des soldats en garnison qui ont envie de faire des bonnes petites blagues. On en a retrouvé plusieurs exemplaires, celui que je vous montre est le plus complet et le plus évocateur. J'ai entendu dire à un archéo que votre travail c'est de détruire les sites de fouilles. C'est vrai, c'est très important de le dire et de le redire encore. Lorsque l'on fouille un site archéologique, on le détruit à tout jamais. C'est la raison pour laquelle on accompagne la fouille d'un maximum d'enregistrements possibles. On enregistre de plein de manières. On fait des dessins, des relevés 3D quand on le peut, on fait 1 milliard de photos et surtout on prend des notes parce qu'il y a des choses qui ne se voient pas sur un dessin, qui ne se voient pas sur une photo, mais que l'on sent au moment du dégagement d'un vestige. Par exemple, pour découvrir le bord d'une fosse sépulcrale, bon, parfois on a un changement de couleur au niveau du sédiment
et c'est à peu près évident. Et puis parfois, même sur des photos exceptionnelles avec des techniques de l'espace, la chose ne se voit pas, c'est quelque chose qui se sent. Le sédiment, encore une fois, va faire des bruits différents en fonction de la manière dont il a vécu. Un sédiment qui a été tassé sous la lame de la truelle ne fait pas le même bruit lorsqu'on l'enlève qu'un sédiment éolien qui a vécu sa vie normalement. Je fais une petite pause sur les sédiments éoliens parce que j'avais une autre question que j'ai pas sélectionnée, mais c'est l'occasion de faire une petite parenthèse qui répondra à cette question. Quelqu'un m'a demandé comment ça se fait que les sites archéologiques ils sont toujours sous terre. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'apports de sédiments dans la vie de tous les jours. Si on n'entretenait pas certains lieux, ils seraient également recouverts de sédiments. C'est un procédé parfaitement naturel. Il y a deux moyens de se faire recouvrir de sédiments pour un vestige. Le sédiment dit éolien, c'est-à-dire les leusses, ce sont des petits sédiments qui s'envolent et qui se déposent comme ça, comme de la poussière sur vos meubles. Et bien évidemment les sédiments alluviaux, une rivière qui fait une crue, qui dépose du limon, qui s'en va, et puis au fur et à mesure elle ramène de plus en plus de limon. Donc voilà pourquoi les sites archéologiques sont sous terre. Et donc, pourquoi j'avais dit ça? Pourquoi j'ai fait un... Oui, ça va être un petit peu brouillon cette histoire. Ah bah on est en vacances quand même, c'est le mois d'août. Donc voilà, tous ces sédiments qui arrivent d'horizons différents et qui ont des vies différentes ne vont pas forcément faire le même bruit. Ça c'est quelque chose que l'archéologue doit saisir et doit tout de suite référencer dans un cahier qui est le carnet de fouilles. C'est pour ça que personnellement, je ne comprends pas les gens qui fouillent avec des écouteurs et de la musique dans les oreilles. C'est pas possible en fait. Quand tu fouilles, tu dois être à 100% tous tes sens focalisés sur ce que tu es en train de faire. Tu peux aussi avoir une odeur qui arrive. Tous ces indices, ils sont fugaces. Une fois que la fouille est faite, c'est fini. Si tu les as pas notés, si tu les as pas photographiés et dessinés, c'est mort. Alors pourquoi on continue de fouiller quand même? Parce que en fouillant, déjà on obtient des informations sur le site et surtout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en fouillant qu'on se rend compte qu'on a besoin de nouvelles méthodes de fouille, peut-être moins invasives, moins destructives, plus performantes, et donc c'est en fouillant qu'on améliore nos techniques aussi. On sait très bien que nos fouilles, dans 50 ans, seront plus performantes et que plus d'indices seront récoltés parce qu'on aura amélioré les méthodes et les instruments de fouille. On le sait, c'est une projection du futur, mais pour l'instant on n'est pas capable de savoir comment ça sera mieux, mais on sait que ça sera mieux. Pour cette raison, quand on tombe sur un site important, on fait ce qu'on appelle une réserve archéologique, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qu'on ne va pas fouiller et qu'on va laisser parfaitement vierges pour les archéologues du futur parce qu'on sait que eux, dans 50 ans, quand ils viendront fouiller, ils auront inventé des nouvelles méthodologies qui leur permettront de capter plus de choses que ce que nous on a compris. Je reprends la fin de la question. Y a-t-il des avancées technologiques qui permettent de figer la disposition des lieux sans gratouiller là-dedans? Quelque chose de très très sympathique qui s'appelle le géoradar. Ça ressemble un petit peu à une tondeuse. On passe ça sur le sol et on peut voir où est-ce qu'il y a des creusements, où est-ce qu'il y a de la maçonnerie. Donc on peut faire un plan par exemple d'une villa romaine grâce au géoradar. Mais après, si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, il va falloir à un moment donné la fouiller parce qu'il y a des choses qui sont invisibles pour les technologies non invasives. Ça, c'est pour les sites archéologiques. En revanche, pour les corps humains, il y a vraiment moyen de ne pas aller gratouiller là-dedans, comme tu dis. Cette merveilleuse méthode qui permet d'aller dans les profondeurs d'un corps sans l'ouvrir, ça s'appelle une autopsie virtuelle. Pour ça, on peut utiliser plein d'imagerie. La radio ne permet de voir que les ossements, alors que le CT scan permet de voir différentes couches de tissu mou et donc d'explorer par exemple une maladie du myocarde ou une grossesse. En avril 2021, il y a eu un énorme buzz dans le monde de l'archéologie quand le Musée national de Varsovie a passé une momie au CT scan. Cette momie, elle est arrivée en Pologne début du 19e siècle, comme beaucoup d'autres momies, et elle est arrivée dans un cercueil et un cartonnage sur lesquels il y avait des hiéroglyphes, et ces hiéroglyphes disaient « Voilà, je suis le grand prêtre machin ». Et quand les conservateurs du musée ont décidé d'ouvrir ce cercueil, ils se sont aperçus que le grand prêtre bidule, il était quand même vachement petit. On avait un cercueil d'homme et à l'intérieur on avait une personne avec plutôt un gabarit féminin. Ils ont donc décidé de passer la momie, le paquet, la chrysalide quoi, dans le CT scan. La surprise, la momie est une momie. Pas la momie est une femme.
Alors que s'est-il passé? Qu'est-ce que fait cette dame dans un cercueil trop grand pour elle? Eh bien c'est très simple. À l'époque, on se fichait pas mal de la dimension scientifique des momies. C'était la grande époque des cabinets de curiosité. Ce qu'on voulait, c'était avoir quelque chose de joli. Donc il n'était pas rare de prendre un joli cartonnage, un joli cercueil et de mettre dedans une jolie momie, même si c'était pas la bonne momie avec le bon cercueil. On préférait avoir un ensemble pas cohérent du tout, mais esthétiquement viable, plutôt que d'avoir une momie un petit peu dégradée dans son vrai cartonnage ou une sublime momie dans son cartonnage un petit peu dégradé. Donc on faisait des espèces de mix comme ça, c'était parfaitement courant. Puisque la momie n'était donc pas un grand prêtre, les archéologues ont voulu savoir de qui il s'agissait. Et le CT scan est arrivé à la rescousse. Il s'agit d'une femme entre 20 et 30 ans, ça on le sait parce que on a pu regarder du coup l'évolution de ses ossements. Et comme vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir cette vidéo du Vortex où j'explique ce qu'il en est. Plus on grandit, moins on a d'ossements, parce que les ossements, au début ils sont en petits bouts, et puis ils se soudent les uns avec les autres au fur et à mesure de l'âge. Donc on peut donner l'âge de quelqu'un en observant sa maturation osseuse et bien évidemment son degré d'éruption dentaire. Petite particularité de cette femme de 30 ans, son utérus contenait un fœtus d'environ 30 semaines. Et là, ça devient très mystérieux. Pourquoi? Parce qu'en Égypte antique, on ouvre le corps avant de le momifier et on enlève un certain nombre de trucs, les organes et le fœtus, quand il y en a un. Les fœtus ne sont jamais enterrés à l'intérieur du corps de leur mère. On les extrait et on leur fait une momification à part avant de les mettre dans un cercueil à leur corpulence. Les représentantes de ce mouvement les plus connues, ce sont les filles de Toutankhamon qui ont été momifiées et enterrées à ses côtés pour pouvoir rejoindre leur papa dans l'au-delà. Donc on a vraiment une volonté d'individualisation des personnes dans la mort, même si ces personnes sont encore in utero. C'est extrêmement bizarre qu'on ait décidé de laisser ce bébé à l'intérieur de cette femme. Deux possibilités à cette non-action d'extraction qui est extrêmement bizarre. Soit la grossesse était cachée, la femme était enfermée chez elle pour pas qu'on voit qu'elle est enceinte, et dans la mort du coup, on va pas faire un deuxième cercueil de la taille d'un bébé parce que sinon là ça va finir par se savoir, soit pour une raison sentimentale, pour une raison métaphysique de conservation du lien mère-enfant, on a souhaité que cette femme et son bébé restent dans la même momie. C'est très étonnant. Voilà, le mystère est entier, mais en tout cas tu as ta réponse. Il existe des nouvelles technologies qui nous permettent d'apprendre beaucoup de choses en archéologie sans aller forcément gratouiller là-dedans. Une question sur les enfants, tu penses qu'ils avaient combien de grossesses? Merci beaucoup de me reposer cette question parce que j'y ai déjà répondu il y a 2 ans dans cette vidéo, mais depuis, je ne suis plus d'accord avec moi-même. Dans le livre Lady Sapiens, dont le format poche devrait d'ailleurs sortir fin septembre, dans ce livre donc on a interviewé Vincent Balter qui est spécialiste des isotopes dans les dents. Vous allez commencer à vraiment savoir ce que c'est les isotopes, mais je répète quand même très vite fait, les isotopes c'est des trucs microscopiques qui se situent dans ce que nous mangeons ou buvons et qui s'imprègnent dans nos os, dans nos dents et que donc les chercheurs peuvent revenir chercher. Si vous êtes végétarien, par exemple, ça se voit dans vos os et dans vos dents, et si vous êtes allaité au lait humain, ça se voit aussi. C'était ça qu'était allé chercher Vincent Balter sur des paranthropes et des australopithèques. Ce qu'il a remarqué, c'est que ces petits étaient allaités pendant plusieurs années, 4-5 ans, et que donc, pendant ce temps d'allaitement long, normalement pour la majorité des femelles, l'ovulation était inhibée. Oui, vous pouvez tomber enceinte en allaitant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais dans la majorité des cas, vous n'ovulez plus quand vous allaitez. Et du coup, le temps que vous allaitez, vous tombez pas enceinte. C'est logique. En faisant ce calcul-là, on s'était dit que en moyenne, sur 30 ans de fertilité, une femme au paléolithique allait avoir 5-6 enfants. Ce qui est pas mal, mais ce qui est très peu par rapport aux grandes fratries que l'on voit apparaître au néolithique, puisqu'au néolithique, comme nous en avons parlé, le biberon arrive, un biberon qui n'est pas forcément avec du lait maternel humain, et du coup les femmes n'allaitent pratiquement plus et peuvent enchaîner les grossesses à 6 mois, 1 an d'intervalle entre chaque bébé. Ça fait des
grosse famille. Au paléolithique, on avait l'impression qu'on était sur des naissances un peu plus espacées, ce qui de toute façon est relativement logique si on est semi-sédentaire. Pas facile de se balader toute la smala si on a 15 petiots derrière soi. Bon, il se trouve quand même qu'au paléolithique, on a aussi des allaitements court. Je vais vous citer un exemple qui est vieux de 80 000 ans et qui est l'exemple de l'enfant de Sklein. C'est un jeune néandertalien qui est mort à l'âge de 8 ans et on a donc analysé ses petites dents et on s'est rendu compte qu'il avait été allaité exclusivement pendant seulement 7 mois. À partir de son 7e mois, la diversification alimentaire arrive et 7 mois plus tard, soit alors que le gamin a environ 14 mois, il n'y a plus d'allaitement maternel. Alors est-ce que c'est un accident? Est-ce que la mère est morte et qu'il n'y avait personne d'autre pour donner du lait et que du coup le gamin a été sevré très tôt? C'est également tout à fait possible, plus simplement, que les néandertaliens de cette culture-là aient décidé de faire des allaitements courts. Auquel cas, l'inhibition de l'ovulation ne dure pas longtemps et on peut enchaîner les naissances. Voilà, donc j'ai envie de dire que en ce qui concerne les densités familiales, ça dépend des femmes. N'oublions pas que l'hyperfertilité est également quelque chose qui devait exister au paléolithique. Bref, ça dépend. Ça dépend des périodes, ça dépend des lieux, ça dépend des cultures. C'est compliqué, vraiment très compliqué de faire une généralisation là-dessus. Ah, on reste dans la thématique avec une question sur la possibilité d'un allaitement collectif par le passé. Bien sûr, la pratique de l'allaitement collectif, c'est parfaitement logique d'un point de vue anthropologique. Vous êtes plusieurs à être enceinte, vous êtes plusieurs à avoir du lait, vous vous serrez les coudes, et si à un moment donné il y en a une qui en a pas assez, ou une qui en a trop, parce que pareil, l'hyperlactation c'est quelque chose qui existe depuis probablement la nuit des temps, et ben voilà, on fait avec. Par contre, est-ce qu'on arrivera un jour à prouver l'allaitement collectif? Non. En tout cas, pas au stade actuel où on est de précision dans la recherche ADN. Souvenez-vous, je vous ai parlé des premiers biberons et je vous ai dit que dans l'un d'entre eux, on avait trouvé du lait humain mélangé à du lait de porc. C'est assez facile avec l'ADN de savoir de quelle espèce l'individu provient. Est-ce que c'est un porc? Est-ce que c'est un humain? En revanche, quand on a de l'ADN humain, si on veut savoir s'il y a plusieurs individus distincts de cette espèce, ça demande une précision dans la recherche génétique qui est beaucoup plus poussée et donc beaucoup plus coûteuse. Bref, c'est des choses que l'on sait faire, mais que l'on fait dans les affaires criminelles, pas dans les affaires archéologiques. Pour l'instant. Je n'ai pas de preuves positives, juste le bon sens, la logique en fait. D'ailleurs, petite parenthèse, l'allaitement collectif actuellement, ça se fait encore. Il y a des femmes qui sauvent des vies en donnant leur lait maternel pour nourrir des prémates. Et puis même après, quand les enfants sont plus grands, il y a des structures en France qu'on appelle des lactariums où les femmes, après avoir fait plusieurs tests de santé bien sûr, peuvent venir faire don de leur lait pour des personnes qui n'auraient pas assez de lait. Je vous rappelle que c'est absolument logique dans certaines populations d'avoir un enfant au sein et à l'autre sein un marcassin. Donc le lait des femmes, c'est une denrée ouverte aux petits de toutes espèces et même parfois aux adultes. Donc si véritablement vous êtes passionné par la question de l'allaitement et de l'anthropologie, je vous envoie sur la chaîne YouTube de mon amie à pas de moi parce que c'est sa spécialité à elle et vous allez apprendre plein de choses. La découverte récente la plus excitante. Alors pour moi, la découverte récente la plus folle, elle a été publiée ce mois de juin dans le magazine PLOS ONE. Et c'est tout simplement une étude qui montre que Néandertal a fait les plus vieilles œuvres d'art de l'Hexagone. Je ne sais pas si on peut parler d'art à ce stade, en tout cas il s'agit de représentations graphiques intentionnelles faites sur plus de 12 mètres de long dans la grotte de la Roche-Cotard dans la vallée de la Loire. Et la datation montre que c'est vieux d'au moins 57 000 ans, donc ça veut dire que c'est forcément fait par Néandertal. Ce sont des motifs exclusivement géométriques, enfin quand même sur 12 mètres de parois, les gars ils ont investi le truc quoi. Je trouve ça extrêmement émouvant de se dire que les plus vieilles représentations artistiques de l'Hexagone ça a été fait par Néandertal, parce que oui bien sûr maintenant on a réhabilité Néandertal, mais pendant des décennies ça a été très difficile de faire accepter même aux spécialistes que Néandertal avait fait de l'art par ailleurs. On a d'autres exemples, on a même des exemples qui sont
potentiellement plus anciens que la Roche-Cotard dans la péninsule ibérique. Par exemple, on a toute une série de représentations en rouge à La Pasiega, à Maltravieso, à Ardales aussi, et qui ont été réalisées il y a au moins 64 000 ans. C'est pas très étonnant que Néandertal fasse de l'art, maintenant ça fait partie de l'acquis, mais laissez-moi quand même vous rappeler à quel point un Néandertal est capable mentalement de faire des choses symboliques et complexes. Dans le domaine du funéraire, par exemple, on a des sépultures néandertaliennes magnifiques. Je pense par exemple à la sépulture de Kebara en Israël où un néandertalien a été inhumé, puis les endeuillés sont revenus sur le lieu de l'inhumation pour creuser et récupérer le crâne. Tout ça avec énormément de soin, hein. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un pillage de sépulture ou d'un accident, mais bien d'une reprise intentionnelle, programmée, ce qui montre que Néandertal avait en tête quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas, mais pour eux, le crâne devait être récupéré pour être potentiellement mis ailleurs. Tout ça peut être les prémices d'un culte des ancêtres. Je vous rappelle d'ailleurs que Néandertal faisait de très jolis bijoux avec des coquillages. On a des exemples à Cueva de los Aviones qui sont datés de 115 000 avant JC à peu près. Et puis on a bien sûr le célèbre collier en serre d'aigle de Krapina. Donc le fait que Néandertal soit un être raffiné et soit un artiste, c'est pas du tout révolutionnaire, mais je trouve ça vraiment très très mignon que ce soit lui qui ait fait les plus anciennes représentations graphiques de la France. J'adore cette question. Ça fait longtemps en fait que j'ai fait la liste et du coup j'avais oublié certaines questions. Celle-ci est... Monsieur dit qu'il est certain que la domination des femmes commence au Paléo. Qu'en penses-tu? J'en pense que déjà, personnellement, je me méfie des gens qui ont des certitudes en règle générale. Mais alors, des certitudes du genre de l'organisation sociale il y a 250 000 ans, permets-moi de trouver ça suspect. Il faut quand même que je parle un petit peu de la domination masculine parce que j'ai eu tellement de questions sur le sujet que je ne peux pas ne pas vous voir. Il y a un indice. Un seul indice qui pourrait orienter les chercheurs vers l'hypothèse d'une domination du genre féminin par le genre masculin. Il s'agit de ce phénomène de diminution de la stature des femmes au Paléo. L'explication de Priscille Toureille pour la diminution de la stature des femmes, ça serait une privation de nourriture organisée par les hommes afin d'affaiblir la corpulence des femmes. C'est quand même une hypothèse très forte. Nous n'en avons pas parlé dans Lady Sapiens parce que, comme beaucoup de théories et d'hypothèses, même bien travaillées, ça ne fait pas consensus. Et il se trouve que cette hypothèse n'a pas trouvé sur la scène internationale suffisamment d'adhésion pour qu'on estime que son évocation soit indispensable par honnêteté intellectuelle. On aurait très probablement évoqué cette hypothèse tout de même si jamais j'avais été paléontologue et pas archéologue. Mon problème est que ce n'est pas mon métier de travailler sur la biologie des humains de la préhistoire. Je ne suis pas une biologiste. Donc quand on me demande mon avis sur une hypothèse pareille, je ne peux pas donner d'avis scientifique. Je ne peux que donner mon avis d'humain, tout simplement. Alors, puisqu'on est entre nous, fin de la discussion scientifique, début de la discussion d'humain, d'accord? Moi j'ai du mal à croire à un complot patriarcal à l'échelle mondiale au Paléolithique où les humains se seraient mis à affamer les femelles dans le but de les dominer physiquement et socialement. Mais peut-être que je suis encore très naïve, hein. Peut-être que je suis tellement pétrie de patriarcat que je ne vois pas qu'on a un complot contre tous les utérus du monde depuis des millénaires. Je sais pas. Comme on n'a pas trouvé de paléontologue qui voulait se faire l'écho de cette théorie dans notre livre, on n'a pas parlé de ça dans Lady Sapiens parce que moi j'arrive pas à me faire une idée et que les collègues paléogénéticiens et paléontologues qu'on avait déjà sous la main pour le livre n'étaient pas convaincus. Donc je ne sais pas, voilà, c'est une réalité en tout cas que la taille des femmes diminue, ok, et que la différence entre les hommes et les femmes se creuse au Paléo. Mais, retour à la discussion scientifique, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer cet état de fait qui est indéniable. Par exemple, la sélection sexuelle. Dans Lady Sapiens, on vous a expliqué qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'yeux bleus, alors que les yeux bleus, c'est plutôt un désavantage évolutif quand on vit sous la neige ou quand on vit dans des latitudes proche-orientales, et pourtant, à ces endroits-là, eh ben, on voit apparaître les yeux bleus de manière surnuméraire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gens se disent que
les yeux bleus c'est beau et que les gens avec les yeux bleus ils procréent plus tout simplement. Est-ce qu'à un moment donné on s'est dit que les femmes petites c'était plus joli et que les femmes petites ont donc pu choisir parmi leurs prétendants et ont choisi les mecs les plus grands qu'elles pouvaient, creusant ainsi l'écart entre les deux sexes? Possible. Actuellement, par exemple, on observe ce type de sélection sexuelle. Même si y a un attrait pour les femmes grandes parce qu'elles correspondent à la norme de beauté des mannequins, etc., il n'empêche que, de facto, les femmes petites sont facilement choisies par les hommes très grands. Et sur la question, j'ai un fun fact qui mérite quand même d'être souligné. Figurez-vous que les chercheurs de l'université de Konkuk en Corée du Sud ont fait une étude sur l'incidence de la taille des couples dans la qualité de leur relation amoureuse. Ils ont pris 7850 couples et ils leur ont posé plein de questions sur plusieurs années. Et ben il se trouve que plus l'homme est grand et plus la femme est petite, plus le couple est heureux. Alors vous en faites absolument ce que vous voulez, hein. Moi je suis pour que on fasse comme ça vous arrange. Donc si ça correspond à votre couple, c'est un indice supplémentaire que vous êtes géniaux. Et sinon on n'a qu'à dire que c'est comme l'astrologie, hein, c'est un biais statistique. En tout cas, pour revenir à la question de la domination masculine, parce que c'était notre sujet de base. Qu'est-ce que je parle? Oh, ah ouais, je viens de voir le décompte des minutes. On va peut-être faire en 2 volumes en fait. Concernant la domination d'un sexe sur l'autre pendant la préhistoire, je voulais vous présenter un site californien. C'est un site daté de l'Holocène moyen, c'est-à-dire qu'il a été occupé il y a à peu près 4000 ans. Et donc les gens se sont installés, ils ont fait un village et à côté, ils ont fait une grande nécropole dans laquelle on a retrouvé près de 500 inhumations. Des inhumations d'adultes, mais aussi des inhumations d'enfants. Les chercheurs se sont donc penchés sur tout ce petit monde et en regardant les fameux isotopes dentaires dont vous êtes maintenant familiers, les chercheurs se sont rendus compte de 2 faits très intéressants. Les femmes qui ont été inhumées dans ce cimetière sont toutes de provenance locale, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont grandi dans le coin. Comment on le sait? Tout simplement parce que ce qu'elles ont mangé est d'origine locale. En revanche, les hommes sont d'origine étrangère, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des gens loin pour marier des femmes qui sont restées dans leur village natal. Cette donnée nous montre donc que nous sommes face à un groupe qui est matrilocal. Matrilocal, ça veut dire les filles naissent au village, restent au village, et pour se marier, on va chercher des hommes ailleurs. C'est plutôt rare actuellement dans le monde, on est plus souvent sur des systèmes patrilocaux, c'est-à-dire que ce sont les garçons qui restent sur place et on importe des femmes d'ailleurs pour faire un brassage génétique, pour créer des alliances politiques et commerciales, vous connaissez le topo. Autre donnée très intéressante, les chercheurs se sont penchés sur l'allaitement des petites filles et des petits garçons. Eh bien il se trouve que les petites filles étaient allaitées jusqu'à 6 mois de plus que les petits garçons. L'allaitement était plus long. Pourquoi ? Sans vouloir être péremptoire, c'est quand même un indice de valorisation supplémentaire du sexe féminin sur le sexe masculin. Et cet indice entre en résonance assez forte avec la matrilocalité qui a été mise en lumière. Ce site semble donc montrer qu'on était sur une valorisation supplémentaire du sexe féminin par rapport au sexe masculin, ce qui a pu entraîner potentiellement une matrilinéarité, c'est-à-dire que les femmes sont les porteuses de l'héritage familial, les richesses, la terre et les objets passent de femme en femme et pas de père en fils, et potentiellement, pourquoi pas, un matriarcat, c'est-à-dire le pouvoir aux mains des femmes. Mais ça, attention, une matrilocalité, voire une matrilinéarité, n'est pas forcément synonyme de matriarcat. Très important. Petit fun fact qui n'est pas fun du tout en réalité, la valorisation d'un sexe sur l'autre se répercute très souvent sur les pratiques d'allaitement. Le sexe qui est valorisé est allaité plus longtemps et aussi dans des meilleures conditions. Exemple concret, actuellement en Inde, les petits garçons sont allaités 6 à 12 mois de plus que les filles. Et en plus, les femmes qui allaitent des garçons sont beaucoup moins sujettes à la dépression postpartum que les femmes qui allaitent les filles. Pourquoi? Parce que en allaitant les garçons, qui sont les sujets valorisés par la société, les femmes ont l'impression de faire une tâche importante. Alors que comme les filles, on s'en fout, bah allaiter une fille, c'est nul. C'est triste, hein?
Est-ce que mon exemple de valorisation des filles en Californie à l'Holocène moyen est un argument qui me permet de balayer la certitude de ce monsieur quant à la domination des femmes depuis la préhistoire? Non, bien évidemment. Par contre, ça vous montre qu'on peut se baser sur des faits tangibles pour essayer d'aller un peu vers la découverte de la société, de l'organisation sociétale et des projections positives ou négatives faites sur un sexe ou sur l'autre. Comment est-ce qu'on pourra savoir un jour si oui, la domination masculine a commencé pendant la préhistoire? Eh ben peut-être en commençant par faire une cartographie des pratiques d'allaitement en fonction des sexes, de corréler tout ça aux vestiges matériels sépulcraux pour voir si par exemple on a un sexe plutôt qu'un autre qui est valorisé en termes de complexité de dépôt funéraire, et mettre tout ça en corrélation avec l'évolution de la différence des tailles entre les hommes et les femmes. Et peut-être, grâce à cet océan de données recoupées les unes avec les autres, peut-être qu'on pourra savoir si cette diminution de la stature est positive ou négative. Est-ce que c'est une sélection sexuelle ou est-ce que c'est un odieux complot du patriarcat? Pour l'instant, il n'y a juste aucun moyen de trancher la question. Question suivante. Alors non, on va arrêter de s'enflammer quand même, parce que ça fait une demi-heure qu'on cause là. Je vous propose qu'on se retrouve plutôt dans 2 semaines, histoire de parler des plus anciennes sépultures du monde, de la révolution artistique au néolithique et de plein d'autres choses encore. Et d'ici là, restez vivants!